Voilà, 15h31, madame, messieurs. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui est chez vous. Nous sommes le lundi 20 juillet 2020 déjà. Et nous sommes en direct sur Facebook, en direct sur notre site internet intexto.ca. À partir de notre web radio, Radio Nous, que vous pouvez suivre également sur Tuning aussi. Nous serons en différé sur WhatsApp un peu plus tard. Alors à cette édition, on reçoit à cette édition Edouard Stacou du sommet socio-économique des jeunes noirs ici à Montréal pour nous parler du programme 4C, deuxième édition, pour une deuxième mouture. Le programme est lancé. C'est quoi 4C? Edouard Stacou sera avec nous en direct pour nous parler de ça, de ce programme du sommet socio-économique des jeunes noirs. On aura François-Jean Denis qui nous parlera d'immigration et Pierre-Paul Gazmar d'économie et de Transcom. Et en Haïti, on va s'attarder un peu aujourd'hui, un peu moins, parce que François, comme on est lundi, nous viendra avec beaucoup d'infos sur l'immigration, mais on vous glissera un mot sur cette sortie de Jovenel Moïse concernant l'électricité, 24 heures sur 24, qui serait possible encore, selon le chef de l'État, plus de 3 ans après cette promesse électorale. Pourquoi? Et sa bataille d'imposer Michel Présumé à la tête de l'électricité d'État d'Haïti. On vous parle de tout ça et de l'Union européenne qui, après coup, estime qu'il n'y a pas trop de légitimité au sein du gouvernement haïtien pour décaisser des fonds aujourd'hui et appelle à un accord politique entre les acteurs. Or, c'est cette même communauté internationale, l'Union européenne y compris, qui avait avalisé la nomination de manière unilatérale de Joseph Joute comme Premier ministre. Bougez pas, madame, messieurs, nous sommes là pour une 60aine de minutes d'informations ensemble. Fondation Fabienne Cola et la Banque TD vous invitent au 14e festival Haïti en folie du 24 au 26 juillet en ligne et gratuit. Au programme, musique, humour, littérature, danse, ateliers culinaires et plein de folie. Découvrez Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 24 au 26 juillet. 100% en ligne, 100% gratuit. Programmation haïtienfolie.com. Supporté par Patrimoine canadien, Tourisme Québec, Ville de Montréal, Québecor, Global News, Le Devoir et Tourisme Montréal. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui. Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Voilà, il est 15h35, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Vous nous écoutez à partir de Facebook également, notre Facebook en direct. Et vous nous écoutez à partir de notre web radio, Radio Nous, notre site internet intexto.ca. Et sur Tuning, vous aurez la possibilité d'écouter cette émission également sur WhatsApp un peu plus tard. Comme promis, nous avons avec nous Edouard Stacou. Il est le président du sommet socio-économique des jeunes noirs ici. Vous vous souvenez, pendant le confinement, il y avait un article sur intexto.ca qui parlait de ce programme 4C. C'est quoi ça mange en hiver? C'est la deuxième mouture de ce programme. Edouard Stacou est là pour nous réexpliquer, nous parler de tout ça. Bonjour, monsieur Stacou. Bonjour, bonjour, monsieur Goudou. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de la radio. Comment il va? Ça nous fait plaisir. Ça va bien, ça va bien. OK. Ça nous fait plaisir, un peu comme on l'avait fait dans l'entrevue exclusive au début avec Despo, pour parler de l'arrivée du programme 4C. 4C, c'est comme dans Communauté connectée pour contrer la COVID.
C'était été un programme conçu pour aider les familles qui faisaient face avec ce qu'on appelle la fracture numérique. Oui, mais c'est un peu le déconfinement. Il y a un C là qui... Mais écoute, comme on l'a dit au début, Jeune Humain, ça a été conçu dans le cadre d'une urgence, mais on avait toujours la perspective de l'avenir. Oui, c'est ça. Le programme permet aux familles 4 choses. Avoir un accès à un ordinateur, avoir accès à l'Internet si vous ne l'avez pas, avoir accès surtout au soutien technique et à l'accompagnement. Oui. Juste avant de parler de... Oui, allez-y. Ça dure 12 semaines où on ne fait pas seulement donner un ordinateur à quelqu'un, mais on l'accompagne à l'utiliser le mieux possible, de façon à ce qu'en fait un outil qui va réduire la fracture numérique, lui permettre d'exercer sa citoyenneté numérique, de faire par exemple des choses très très importantes. Qu'on a des enfants éventuellement, le suivi scolaire de l'enfant, mais d'avoir un comportement sécuritaire sur Internet, de voir les risques à l'utilisation des médias sociaux et les avantages. On parlait de toutes les plateformes texto. Vous comprenez, quelqu'un qui n'a jamais utilisé ou qui a très peu utilisé les ordinateurs pourrait se trouver un peu noyé dans ce monde-là. Et nous, on ne veut pas seulement donner un équipement, on veut vraiment donner un service complet qui inclut le support technique et l'accompagnement. Ah bon, voilà. Et juste avant de parler de la nouvelle mouture du programme, vous avez pu distribuer combien d'ordinateurs lors de la première phase? La première phase, on a touché 503 familles. OK. L'objectif était de combien? De 500 ou plus? Ça, on voulait trouver... Non, c'était ça. Nous, on a atteint les objectifs. On voulait toucher en moyenne 1000 jeunes, 503 familles, parce que les familles, vous savez, souvent, il y a 2 enfants. On a dépassé ce nombre-là. Et on a été voir des partenaires pour voir le programme qui est très, très bien reçu, qui a eu des très bonnes analyses dans ce que la créativité du programme. C'est sûr, ça a été conçu dans le mode de la COVID, mais c'est un programme que, avec ou sans COVID, le besoin est encore là. Mais comment est-ce que vous avez procédé? C'est vous qui avez choisi ces familles-là ou des familles pouvaient s'inscrire? Dites-moi comment ça marche. Parce que s'il y a quelqu'un qui aimerait bénéficier de ça. Mais parlons-y de la deuxième phase. Dans la première phase, on a procédé pareil. C'est un modèle un peu hybride. On avait les organismes communautaires qui pouvaient référer des gens dans le programme, les écoles qui pouvaient nous référer des gens dans le programme. Par exemple, la commission scolaire de Laval, on avait un partenariat aussi avec eux. Mais aussi, il y avait la possibilité pour les individus ou les familles de s'inscrire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rouvre la machine et là, les gens peuvent aller sur le site du sommet sdesj.org. Et là, en allant sur la première page, vous allez trouver le lien inscription. Je fais la clarification, c'est une inscription. Donc, vous citez vos informations et les gens vont faire une validation. C'est-à-dire, c'est quoi la validation? C'est pas pour toutes les familles. Si vous avez une famille qui gagne au-delà de 40 000 $ par année, oubliez ça, vous n'êtes pas éligible au programme. Donc, on veut toucher les familles qui ont de plus faibles revenus. Mais disons le plus faible revenu. Et donc, il faut que la famille ait un enfant âge scolaire. Donc, si vous n'avez pas d'enfants en bas de 18 ans qui vont à l'école, ou de 18 ans qui vont à l'école, ça ne fonctionnera pas. Donc, si vous avez tous ces critères-là, et ensuite, après quelques semaines, donc on est dans la semaine d'ouverture, d'ici la fin juillet, on va confirmer les gens, oui, vous êtes éligibles et on procède à la livraison et à l'inscription dans le programme. Donc, les auditeurs peuvent aller inscrire. Je vous donne le site pour y aller. C'est sdesj.org et quand vous allez sur le site, vous allez pouvoir vous inscrire. Mais Jeune Humain, si vous permettez aussi, les gens peuvent aller voir leurs organismes pour en parler du programme, parce que les organismes peuvent les accompagner. Mais aussi, je vais donner un numéro de téléphone. Parce que qu'en est-il des gens qui n'ont pas l'Internet? Mais on a pensé à ça. Vous avez le numéro de téléphone du sommet, le 514 827 66 47. Je répète, le 514 827 66 47. Vous pouvez appeler et laisser vos noms
et quelqu'un va prendre l'appel et vous aider à faire votre inscription. Bien sûr, clarifions le tout. C'est pas premier arrivé, premier servi. C'est les gens qui sont éligibles. Donc, il y a une vérification qui est faite. Ouais. Ah, vous allez vérifier le salaire de la personne, toutes les informations qui sont fournies. Exactement, avec la famille. Donc, il va y avoir des vérifications. On va vous demander, par exemple, une des critères simples. Vous pouvez voir, est-ce que vous recevez une allocation familiale à peu près maximale? En général, si vous avez ça pour votre enfant, vous êtes déjà éligible au programme. Parce qu'on ne voudrait pas quelqu'un, une famille qui gagne $100 000. Oui, et qui soit capable de s'acheter un ordinateur, élimine la possibilité pour quelqu'un qui ne peut pas l'acheter de l'avoir. Oui, et Jean-Hubert, c'est tellement important aussi. J'en profite pour dire aux gens dans la communauté, lorsque nous avons des programmes qui s'adressent à une clientèle, c'est bien que nous, on fasse la promotion auprès des gens. Et non pas que les gens voient, oh, mais non, il y a un endroit où il y a un truc qui est gratuit. Et non, c'est pas pour tout le monde. Non. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un qui n'a pas le besoin a accès à un programme, mais ça enlève la capacité pour une famille qui a le besoin. D'où la vérification qui est faite par l'équipe. Tout à fait. Et vous avez combien d'ordinateurs à donner là, bientôt? Mais là, c'est la bonne nouvelle. C'est que le programme, on va ajouter pas loin de 700 ordinateurs. Donc, cette phase-ci, je rappelle, c'est pas juste l'ordinateur. Il y a l'Internet si vous n'en avez pas. Il y a le soutien technique et l'accompagnement. C'est près de 1500 jeunes qu'on va toucher. En tout, avec ces deux phases-ci, on aura donné presque 1200 ordinateurs, ce qui est excellent pour un programme. Écoutez, cette phase-ci, on est déjà rendu à près de 900 000 $ d'investis dans le programme. 900 000 $? Oui. Et c'est qui vous aide à faire tout ça? Mais écoutez, bien sûr que le sommet, c'est dynamique. Des partenaires solides. On remercie la Fondation Sagnon, qui a été un des partenaires de départ, qui a cru au projet avant même que le projet était terminé. On travaillait, on a su proposer une idée créative et cette fondation-là y a cru, nous a aidé à faire la phase 1. Mais cette phase-ci, on va le faire avec Centraide du Grand Montréal, qu'on remercie, leur partenariat de se joindre à nous. Et nous, notre objectif, je sais qu'il y en a encore de besoins. On travaille pour aller chercher d'autres partenaires. Il y a les élus locaux aussi. Donc, je pense à un exemple comme Franz Benjamin qui est dans Vio, qui a fait une contribution. Et Monsieur André Fontesilla, on fait l'annonce en primeur, qui est dans le quartier Parc Extension, et Villeray Parc Extension, qui est la circonscription Laurier pour en parler de façon plus précise, qui fait une contribution au programme. Donc, vous voyez, c'est un programme que on est ouvert à ce que d'autres partenaires se joignent à nous pour y aller. C'est quand même bien. Et la plupart des ordinateurs que vous avez distribués, c'était dans des quartiers comme Saint-Michel, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, majoritairement. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Oh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes de Montréal-Nord, de Saint-Michel, d'un peu partout. On a Laval. Donc, on a couvert quand même pas mal de districts parce que on ne veut pas éliminer une famille parce que la famille n'habite pas à la bonne adresse. Je vous donne un exemple. Si on l'avait réservé pour les gens de Saint-Michel, qu'en est-il d'une famille qui habite dans Mercier ou dans Pointe-aux-Trembles qui est défavorisée? Je vous donne un exemple, le quartier Pierrefonds. Si vous pensez à Pierrefonds, Dollard-des-Ormeaux, bon, en apparence, c'est des endroits plus favorisés, mais il y a des quartiers, donc quelqu'un peut vivre à Pierrefonds ou à Dollard-des-Ormeaux et avoir quand même un niveau économique moins favorisé. Oui. C'est plus la famille et non pas son lieu. Donc, c'est ouvert, mais bien sûr, beaucoup de personnes de Montréal-Nord, de Saint-Michel ont bénéficié de la première phase. Voilà. Et bon, merci beaucoup, Monsieur Stacco. Je ne sais pas si vous avez une précision à faire. Merci de. C'est toujours de rappeler aux gens. La seule chose qu'on dit aux familles, si vous voulez recevoir un ordinateur seulement, ce n'est pas pour vous ce programme-là. Si vous voulez améliorer vos compétences, c'est-à-dire vous devez à la fois accepter de recevoir l'ordinateur, mais de participer à l'accompagnement et aux formations. Donc c'est un programme complet. Ce n'est pas un don d'ordinateur.
nous on fait vous recevez l'ordinateur, vous avez l'équipe de soutien technique qui vous accompagne, vous avez les organismes qui font un suivi avec vous, il y a des formations, donc c'est un projet de 12 semaines et non pas un projet qui dit je donne un ordinateur et je disparais. Donc, faut le voir comme un tout et c'est très, très, très intéressant. J'en profite pour remercier. Et actuellement, nous avons 23 partenaires qui livrent le programme avec nous. Ah oui. Vous comprenez que le sommet ne fait pas la formation tout seul. Oui. Par exemple, vous avez les organismes BCHM, Maison d'Haïti, nous avons Maison des Jeunes d'ouverture, nous avons Chafrique, nous avons Webca, nous avons le QBBI, l'Association des enseignants noirs anglophones. Donc, c'est un programme, nous avons même été à Québec, mais on en avait parlé au journal Le Soleil, pour aller voir le forum qui est à Québec, des jeunes afro-descendants. Donc, vous voyez que ce n'est pas que le sommet tout seul, nous travaillons ensemble. Et je pense que l'équipe de soutien technique, on travaille avec un organisme qui s'appelle Woodstock dans Montréal-Nord, où des jeunes participent au soutien technique. Donc, oui, le sommet joue son rôle fédérateur, on va chercher l'argent, on fait le développement ensemble, mais le programme est livré en partenariat avec les organismes du milieu. Donc, ce qui est très, très important, il faut les remercier et il faut remercier la petite équipe aussi. Mais Jean Dumas, j'ai pas toujours la chance de le faire. Mais vous savez, comme président, un président est aussi efficace que son CA. Et j'ai la chance d'avoir sur le CA du sommet des gens comme Marjorie Villefranc de la Maison d'Haïti, Ruth Pierre-Paul de BCHM, Henriette Kondoula qui est de Chafrique. On a Frivan Faro de One Full Circle. On a Rindra et Rindra et Vistel, deux jeunes membres des gens qui ont des carrières professionnelles très, très intéressantes. Rindra qui est spécialiste en ressources humaines, dans le recrutement pour la sorte de tête en technologie. Et vous avez Vistel qui est dans la vérification comptable. C'est un expert de haut niveau qui travaille un peu partout au Canada, qui a des mandats même avec les Premières Nations ici. C'est qui permet de travailler ensemble. Bien sûr, vous avez la coordonnatrice du sommet qui est Sandra Rabra, le nouveau Widlin d'Orneville. Et enfin, on avait quelqu'un avec nous dans le projet Marjorie. C'est tous ces gens-là qui ont fait le succès de la phase 1, qui vont travailler pour vous de la phase 2, sans oublier nos partenaires médias, parce que pour atteindre la communauté, il faut avoir l'appui des médias et Radio Centre-Ville certainement, mais surtout, on a l'appui aussi de Intexto, l'ensemble des plateformes de Intexto, ça aide. C'est pour ça qu'on se fait ce devoir et avec plaisir de venir voir pour mettre la communauté au courant. Et on sait quand on passe à Intexto, on sait à l'heure qu'on passe, mais on ne sait jamais jusqu'à quel point que ça se diffuse. Parce qu'avec les plateformes Facebook, Radio, avec WhatsApp et autres, donc des fois les gens me disent, je viens de t'attendre, je dis, ok, vous avez besoin de d'aller sur le site. Mais c'est ça l'avantage. Et plus, pour remercier pour une communauté tout seul, si on n'est pas capable de rejoindre nos gens, écoutez, même les idées, même les idées avec un bon potentiel, risquent de ne pas atteindre l'objectif sans l'aide de tout le monde. Absolument. Merci beaucoup, Edouard Stacco, et à bientôt. Merci. Merci. Bye-bye. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Vous dormez mal la nuit, votre matelas vous donne des maux de dos,
Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Frais médicaux non réclamés ou encore crédit personnel oublié, perte en capital non réclamée. Mais non, le cabinet Pascal Perrin, service comptable, vous évite ces erreurs graves en matière d'impôts depuis 15 ans. De plus, avec le cabinet Perrin, vous avez votre remboursement d'impôts fédéral sur le champ. La poula. Point besoin d'attendre avec Pascal Perrin. Récupérez votre retour d'impôt une fois votre déclaration envoyée. 514 316 81 82. Appelez Pascal Perrin maintenant et récupérez votre retour d'impôt sans attendre. 514 316 81 82. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82, Montréal 438 876 93 98. Dans les affaires nèg qui connaît que comme l'État, son cob, ou bien yeux doux qu'on fait toujours suspendre. Ça veut dire dans affaire courant, moi dis me prend décision centrale vareux que me prend non j'ai ba moteur que yo te mette là-dedans, me dou ça jodi à peuple là. C'est des moteurs usagés qui yo te, c'est des moteurs ridil, c'est de refurbish. Et me bon moun défi pour venir prouver c'est des moteurs neufs yo te. Parce que m'gen serial number et me dit m'a parler avec nous aujourd'hui à tout caca chatap dehors. L'argent que tu prêté dans BNC pour te faire central vareux 30 millions de dollars, pas un 10 millions de dollars qui dépensé là-dedans. L'argent dépensé pour aller faire l'autre bail, pour faire usine dans l'autre pays, pour faire l'autre entreprise remonter. Même central vareux ça, qui était pour l'État, même l'État ça font contrat 1,1 milliard de dollars avec. Aujourd'hui, je décidé de remettre le 9 pour me retirer tout moteur réparé ça. Mettre sous côté, parce que c'est pas bon. Reconnu la voix de Jovenel Moïse qui intervenait hier sur la question de l'électricité en Haïti, promesse électorale depuis plus de 3 ans. Il avait promis du courant 24 heures sur 24 à la population et plus de 3 ans après, il n'y en a pas. Et il n'arrête pas d'accuser des contrats léoniens qui ont été passés avec des intérêts privés, comme à Vareux. Et il a dénoncé le fait que l'État avait déboursé de l'argent pour une centrale neuve à Vareux et que, on le sait, là, c'est Sogénère qui s'occupait de Vareux. Jovenel Moïse accuse les responsables de Sogénère d'avoir installé des moteurs usagés au lieu des moteurs neufs et aurait détourné l'argent pour aller revamper d'autres entreprises, soit en Haïti ou à l'étranger, avec l'argent de l'État qui était destiné à monter une centrale électrique neuve. Voici de nouveau Jovenel Moïse sur cette question-là. Je vais l'expliquer pour qui ça fait pas bon. De 1er octobre 2019 au 30 juin 2020, je dis à nous 18 juillet, l'État haïtien dépensé 12 millions de dollars par mois pour bailler courant dans le pays. Ça veut dire 12 millions de dollars pour blackout chaque mois. Moi, juin là, nous sommes dépensés 12 millions de dollars. Ça veut dire, ou même, ouvrier DH cap gardé là. Est-ce qu'on est fier de ça? Dans 12 millions de dollars, il y a 8,8 millions de dollars, c'est dans les DH qui passent. C'est pas pour payer
pour payer employé, non? 8,8 millions de dollars pour bailler courant. Combien de courant EDH baille pour marger? Nous-mêmes ouvriers, pas quitter le monde, mettez nous devant. Je ne peux pas camper, me dire, choisir un monde pour nous collaborer ensemble. Pour nous mettre EDH camper, je ne veux pas. C'est pour ça que je prends décision. Par exemple, jeudi, avant de parler avec moi, sur le réseau métropolitain, tu as 44 MW. Dans 44 MW là, Félix baille 18, il paraît baille 25 ou quoi. EDH baille 1 MW. Pour 8 800 000 dollars. Jeudi, à Kakachat là dehors. Parce que nous, bouquets, et je prends décision, je prends tout le monde comme ça. L'homme dit, je vais mettre lumière dans le pays, je fais un choix. L'homme fait pour nous. Je vais faire choix pour tête. Je vais faire choix parce que même j'aime d'aller mettre 4 moteurs au CAI, qui est équivalent à 5,4 MW. Je vais mettre 4 moteurs Tigouave, qui équivaut 4 MW. Juste pendant ma parler là, je ne vais pas jamais synchroniser. Est-ce que le normal? Je dis, je prends une décision, et puis nous ne pouvons pas camper derrière. Est-ce que le normal, m'acheter des moteurs, c'est des moteurs l'État ou tu achètes des bails pour eux? Tout le moteur ensemble te coûté 2,3 millions de dollars. Nous allons découvrir derrière le palais, que tu serré en bon bail. 8 moteurs. Juste qu'on y a un moteur pas synchronisé, qui l'a moué pour format hier, pour format daté de janvier 2020. Combien de cob pour moteur au caillou synchronisé? 90 000 dollars. Combien de cob pour moteur Tigouave synchronisé? 90 000 dollars. Ça veut dire que le moteur a coûté 2 300 000 dollars et puis 180 000 dollars fait que mon Tigouave, mon au caillou, pas jamais de quantité courant que le moteur au caillou. Est-ce que nous comprenons ça normal? Ouvriers dans EDH, ressaisissez-nous. Syndicat, c'est pour nous, avec nous, m'a parlé. C'est pour nous poser question aujourd'hui, à poser, moun kap dirige EDH. Ça veut dire EDH, bon pied qui souffre, ça veut dire machine n'a descendre tout petit. Ça veut dire pour le président, rien à aller. C'est pour ça, 7 février 2021. C'est le président qui nomme directeur général là. Directeur général là, il coiffé par un conseil de direction. Maintenant, si le président ouais qu'il dépense 12 millions de dollars, son bagage qui c'est le directeur général sortant, lui là dans le pays pour venir bailler détail. Ou bien n'importe l'autre directeur de fonction, un paquet de directeur financier, directeur administratif, directeur réseau, directeur production, c'est autant de directeurs qui gagnent, qui l'enchaînent. Donc son bagage qui c'est moun ça qui pour bailler détail, pour qui ça dépenser 12 millions de dollars et puis que c'est un mégawatt courant qui a bail. Nous-mêmes syndicats, nous pas rentrer dans la gestion compagnie et pas nous dépenser l'argent. Nous c'est techniciens, en pilant nous-mêmes c'est des techniciens, nous bon nos matériels, nous travail. Nous pas bon nos matériels, nous pas travail. Nous pas. Il s'appelle Gilhomme Jean-Claude, hein, vous l'avez compris, c'est le responsable du syndicat de l'EDH qui justement s'oppose à la nomination de Michel Présumé comme directeur général de l'EDH. Et qui justement critiquait la réaction, le fait que Jovenel Moïse essaye d'imposer Michel Présumé et ça de se plaindre tout le temps que il y a eu des millions de dollars qui ont été déboursés par l'État et que jusqu'à présent il n'y a pas d'électricité. Il ne fait que ça, dénoncer, se plaindre et accuser les autres de faire obstacle à son projet de mettre l'électricité 24 heures sur 24. Et comme a dit M. Jean-Claude, ben oui, l'ancien directeur général, Hervé Pierre-Louis, est encore au pays. Il y a eu d'autres hauts cadres de l'EDH qui sont encore en place à l'EDH. Alors, c'est quoi les explications de ces gens-là? Et bien avant M. Hervé Jean-Louis et Pierre-Louis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Jovenel Moïse essaye de présenter M. Présumé comme étant le sauveur de l'EDH. Est-ce qu'il est venu pour régler tout ça? Et c'est pour ça que le syndicat redoute le fait, et le syndicat l'a dit clairement, redoute le fait que possiblement M. Présumé est venu pour faire des mises à pied au sein de l'institution. C'est une crainte du syndicat et qui serait légitime. Président, tout le monde qui tendait. 1. M. Baïmanti. 2. M. Même passé mon nom bêtise. 3. Et M. Gon volonté ferme pour établir une dictature en dans le pays. C'est que moi, je ne suis pas d'accord. Vous avez reconnu la voix de Reynold Georges cette fois. Reynold Georges, qui est avocat, ancien constituant, ancien militaire, et qui faisait office il n'y a pas longtemps de conseiller juridique de Jovenel Moïse depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et c'est depuis 2016 qu'il est dans l'équipe de Jovenel Moïse. Et qui vient de démissionner de son poste de
conseiller en matière juridique de Jovenel Moïse et il l'accuse. Il dit, comme tous les enfants et les adultes d'Haïti le pensent, que Jovenel Moïse est un menteur, il n'écoute personne, et il n'en fait qu'à sa tête. Et il ajoute qu'il essaye d'instaurer une dictature en Haïti. Reynold Georges n'en est pas resté là. Il est allé jusqu'à accuser Jovenel Moïse d'être de connivence avec le G9 en famille, cette corporation de bandes armées qui part de Martissan, Grand Ravine, Village de Dieu, La Saline, Cité Soleil et qui ceinture Port-au-Prince et qui se regroupe en fédération aujourd'hui, à part la bande à Gabriel qui se trouve dans un quartier de Cité Soleil. D'ailleurs, il y a eu des morts encore une fois cette fin de semaine entre G9 en famille et la bande à Gabriel à Cité Soleil. Écoutons Reynold Georges sur cette question-là. Président, tout le monde est qui tendait. 1. Monsieur Baïmanti. 2. Monsieur m'a passé mon nom bêtise. 3. Et monsieur gon volonté ferme pour l'établir une dictature en dans pays. Je sais que moi pas d'accord. Et que monsieur, bien bon groupe armé, il mettait dans la rue, il a circulé, c'est ça l'idée au dio, et nous rappelez-nous, bagaille, et puis quand on dit que c'est pas vrai, bagaille et mini Jean-Louis, qui a pas de cop bayo, il a tiré parce qu'il était massé par les comme là. Comme exemple encore, nous avons pas camion manger, ouvrir par chef Delma Katna, avec la police, pour distribuer manger. Ou regardez encore, il y a l'éternel Belize pour pas d'amis légal. N'est-ce aussi qu'il y a un pays avec tous les amis, personne n'a qu'à manger. Personne n'a qu'à manger. Est-ce que son milice et tout, face avec un pays, ça y est, violation constitution, que fait dans la publication ou vieux décret. Bon, moi-même, moi j'ai pour obligation, parce que moi, c'est peut-être même, moi, la guépie, moi, dis, moi, c'est comme nous la ça, puis on va dire que je coupable la donne. Parce que bien que je pas coupable la donne, des gens qui vont me responsabilité, pour me payer, ça me fait, ça me dit. Moi, madame, c'est pour faire élection pour remplacer les législatives, c'est 21e dans Bolivie. Il va souvent faire. Il a fini la douce élite pour remplacer un élite. Mais c'est des têtes, il a parlé. Il va parler de mairie, mais c'est élu et tout. Ça, ça tout pays, ça. Donc, moi-même, écoutez, mon budget pour opposition, entre camp peuple là et camp là, je choisis camp peuple là. Reynold Georges, aujourd'hui, qui c'est pas le seul qui à avoir quitté le bateau. Il y a l'ancien ministre des Sports, Max Atis, qui a démissionné après avoir fait des déclarations fracassantes concernant les 25 stades qui devaient être construits avec l'argent de Petro-Caribé. Ce qu'il a dit, en essence, M. Atis, c'est que Negio crasait l'argent. Donc, ils l'ont dilapidé, l'argent. Et il était sur les ondes de Radio Métropole à l'émission Le Point ce matin. Allez sur la page Facebook de Radio Métropole si vous voulez écouter l'intégralité des propos de Max Atis, qui appelle Jovenel Moïse d'ailleurs à démissionner de ses fonctions. Il n'y a pas longtemps, là, quelques semaines, moins de 2 semaines, il était encore ministre des Sports au gouvernement de Moïse Joute et il a démissionné de ses fonctions. Gracia Delva quitte le bateau de PHTK aussi, comme vous le savez, vous avez entendu parler de ça sur les réseaux sociaux. Gracia Delva qui lance les mêmes accusations presque à l'endroit de Jovenel Moïse. Et une partie de la communauté internationale commence à prendre ses distances avec la façon de diriger de Jovenel Moïse aujourd'hui, puisqu'il reste le seul élu à la tête du pays. Les magistrats, après la Chambre des députés, il n'a pas su organiser des élections pour la remplacer. Ce sont les maires dont les mandats sont arrivés à expiration au mois de juillet et il essaie de se battre pour garder certains cartels encore en place. Il y en a qui ne veulent absolument rien savoir, comme à Croix des Bouquets avec Ronnie Colin. Il y en a qui l'essayent d'imposer, comme à Petit Gouave, le chanteur Junior Bonheur. Il y a eu manifestation, une partie de la mairie a été incendiée et tout. À travers le pays, il y a au Gonaïve un monsieur qu'on a nommé alors qu'on ne l'a même pas consulté. Enfin, c'est vraiment la pagaille de ce côté-là. Et c'est à ce moment-là que l'Union européenne est arrivée avec la nécessité pour Jovenel Moïse de trouver un accord politique. Et bien avant la nomination de façon unilatérale de Joseph Joute, oui, il y avait des discussions avec la classe politique, il y avait possibilité de trouver un accord politique et pour
armer le pays d'un minimum de légitimité qui pourrait l'amener à organiser des élections. Or, Jovenel Moïse a décidé unilatéralement de nommer Joseph Jout avec l'appui justement de la communauté internationale, l'Union européenne y compris, les Américains surtout. Mais voilà-t-il pas que l'Union européenne, à travers sa représentante en Haïti, vient aujourd'hui parler d'accords politiques sans dire que, oh, on s'était trompé, peut-être. Voici Éloge Milfort. Un pays instable, qui pisait, traumatisé par la violence, est un sujet de grande préoccupation. C'est ce que semble rappeler aux Haïtiens la chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Sylvie Tabès. La diplomate dresse un tableau sombre du climat sociopolitique dans le pays durant les 3 dernières années. Nous sommes vraiment préoccupés parce que cette instabilité et cette recrudescence de la violence que l'on voit un peu partout ne favorise pas la mise en place de politiques résilientes sur le long terme. Nous sommes préoccupés également puisque nous sommes dans une période un peu entre deux, on ne sait pas trop comment la qualifier, où le Parlement n'est plus fonctionnel, où les élections qui devaient avoir lieu n'ont pas eu lieu, où le mandat des autorités locales a pris fin. Cette situation est insatisfaisante et ne peut pas perdurer. Elle doit donc être réglée, persiste et signe l'ambassadeur Tabès. Mais c'est aux Haïtiens d'y parvenir, a-t-elle toutefois rappelé. Je ne vois pas comment le pays peut s'en sortir s'il n'y a pas un accord politique minimal entre les principaux acteurs haïtiens. Et nous favoriserons la tenue de ce dialogue dans la mesure du possible, c'est certain. En effet, les secteurs vitaux du pays doivent s'entendre pour le sortir du bourbier dans lequel il se trouve, a donc insisté la chef de la délégation de l'UE. Un dialogue qui permettra aussi de résoudre les problèmes de fond portant particulièrement sur les réformes engagées dans différents domaines de la vie sociale et politique du pays, a-t-elle expliqué. S'agissant de la polémique autour de la date à laquelle le mandat du président Jovenel Moïse prendra fin, la diplomate soutient que c'est aux constitutionnalistes de pencher sur la question. Voilà, un reportage de Éloge Milfort, mais vraiment non. Maintenant que la communauté internationale songe à une espèce d'accord politique, alors qu'on était à 2 doigts d'un accord politique, Jovenel Moïse a tourné le dos à ça, a décidé de nommer Joseph Jout avec l'accord des Américains et de toute la communauté internationale, y compris le Canada. Personne n'a pipé mot, personne n'avait exprimé un quelconque désaccord avec Jovenel Moïse à l'époque. Et tout le monde savait que le mandat de ces élus-là allait arriver à expiration. Et tout le monde était justement dans le fait que le mandat de la Chambre des députés arrivait à expiration et qu'il n'y a pas eu d'élection pour les remplacer. Aujourd'hui, d'un coup comme ça, ouais, ça prend un accord politique. Oh, merveilleux. Bonjour François. Bonjour Jean-Numa, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Eh ben, j'espère que ça ira mieux pour Haïti. Bon, moi je trouve que c'est un cas presque désespéré. Ah ben, totalement. Totalement. J'écoutais M. Jovenel Moïse, mais lui, il a une capacité, il a une facilité pour mentir. Là. C'est de l'audace. C'est de l'audace. Oh. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Et parfois, non, mais ça, je ne sais pas. Parfois, il dit des vérités, ok? Mais des vérités qui passent pour de gros mensonges. Non, mais oui, mais des vérités qui passent... Parce que il y a un grave problème de crédibilité par rapport à lui, parce que ma foi, il peut pas mentir comme il respire quand même. Je présume qu'il dit certaines grosses vérités des fois, mais il n'y a pas grand monde qui va le croire. Ça m'étonnerait. Non, moi ça m'étonnerait qu'il mente comme il respire, comme ça tout le temps. En tout cas, c'est incroyable, en tout cas. Moi, mon problème aujourd'hui, François, excuse-moi, mon problème aujourd'hui, François, c'est avec la communauté internationale, notamment l'Union européenne, qui vient promouvoir une espèce d'accord politique qu'il faudrait qu'il trouve avec la classe politique. Or, tout le monde savait ça. Le mandat de la Chambre des députés est arrivé à expiration sans qu'il y ait eu d'élection pour les remplacer. Tout le monde savait que les élus locaux, leur mandat allait arriver à expiration. C'est arrivé.
Alors, c'est quoi cette histoire-là que Jovenel Moïse est en train de me parler d'élus pour remplacer des élus, comme a dit Renaud Georges, il est en train de parler de lui, étant donné qu'il s'aime tellement et qu'il aime parler, qu'il aime s'entendre et s'écouter aussi, peut-être. Incroyable. En tout cas, c'est fou. Si on commence à parler d'Haïti, j'en ai marre. Ouais, on n'en finira pas et puis on finira par avoir une crise en direct. C'est là, tout à fait. Bon, alors parlons plutôt d'immigration et puis là, on va au moins se réjouir un peu. Oui, quelle nouvelle en matière d'immigration? Tu as parlé de quoi à ton émission de samedi dernier? Ah, beaucoup de nouvelles, mais je vais vous prendre 3 points. Okay. D'abord, tout l'Ontario, on a noté qu'il y a une hausse marquante de l'immigration francophone. Là-bas? Oui, vous savez qu'en dehors du Québec, on doit avoir la cible de 5%. OK. De francophones dans le plan d'immigration. Jusqu'à présent, avec tous les gouvernements qui se sont succédés, on n'a pas eu plus que 2%. Où ça? En 2019, en Ontario, okay. On a noté qu'on est arrivé à 3,4%. Ça veut dire qu'il y a 5245 résidents permanents de langue française qui se sont installés en Ontario. Et qui sont arrivés directement là-bas ou est-ce qu'il y en a qui ont quitté le Québec pour aller là-bas aussi, là-dedans? Ça, je n'ai pas cette information. Ah, d'accord. Mais apparemment, ce sont des gens qui sont venus de l'étranger dans le programme Entrée Express ou dans le programme. Oui. Et en tout cas, c'est une très bonne chose. Et la ministre des Affaires francophones, Mme Caroline Mulroney, la fille de l'autre. Oui, la fille de Brian. Oui, et la francophonie est riche de sa diversité. C'est vraiment les nouveaux arrivants qui vont enrichir davantage la province. C'est une très bonne chose parce que quand on voit maintenant comment le Canada est en train de s'angliciser, ça veut dire que au Nouveau-Brunswick, par exemple, qui était la province bilingue, il n'y a pas un ministre dans le gouvernement qui parle français. Il n'y a pas un ministre qui parle français. Alors que c'est une province reconnue pour son bilinguisme. Oui. Tout le monde est censé s'exprimer dans les 2 langues, plus ou moins. Oui. En Ontario, il y a seulement Mme Mulroney qui est la fille qui parle français. Il y a une ministre seulement qui parle français dans le gouvernement. Ouais. En Ontario, la plus grande province du Canada. Alors, là maintenant, c'est sûr que ça ne pourra pas fonctionner. Et ensuite, on a noté, on avait donné cette information-là la semaine dernière, c'est que 75% des étudiants africains qui font une demande de permis d'études ont été refusés. Et le chef du Bloc québécois a eu à dire à la Chambre des communes, est-ce qu'il y a une politique pour annuler les francophones au Canada? Est-ce qu'il y a une politique pour favoriser, pour privilégier uniquement les anglophones? Ouais. C'est incroyable. Ça, c'est une sortie, pas nécessairement contre... c'est une sortie en droite ligne de la vision du Bloc québécois et de défense de la langue française, pas nécessairement pour défendre des pays africains ou des étudiants noirs, là. Non. Il fait cette sortie-là parce que dans le premier temps, ça va rendre le Québec moins fort. Imaginez, 75% des étudiants ne viennent pas. Les universités, les cégeps ont moins de revenus. Et puis ensuite, par rapport, imaginez que le Canada qui reçoit 655 000 étudiants étrangers. Imaginez, en 2019, le Canada a reçu 655 000 étudiants étrangers. Et si on fait le total du Québec, au Québec, on est à peu près à 50 000, 60 000. Alors, c'est clair que dans la Confédération, le Québec est sorti perdant. Oui, mais je l'ai jamais entendu, M. Blanchet, critiquer le Québec dans sa refonte du programme PEC non plus. Et ça contribue à faire baisser le taux aussi, non? Oui, alors il a dit qu'il ne prenait pas de position. Des fois, c'est ça. Voyons donc. C'est ça. Ça, c'est un bon point, tu as raison. Il devait effectivement critiquer la façon dont M. Legault gère le programme. Deux poids, deux mesures. Oui, c'est ça. Du côté du Bloc québécois. Génial. Oui. Comme tu dis, c'est vraiment génial. OK? Bon, alors, sur ce point-là, ça veut dire que on est en phase, on est en situation où pratiquement l'Ontario peut s'enorgueillir d'avoir accueilli autant d'immigrants
par rapport à ça. OK? Maintenant, par rapport aux travailleurs étrangers, on a le cas dans le journal il y a un reportage de Radio-Canada qui explique que le rêve de beaucoup de travailleurs qualifiés a été évaporé et perdu à cause de la COVID. Ouais, c'est une année perdue, 2020. Oui, une année perdue. Non, mais ce sont des gens qui sont arrivés ici et qui devaient travailler, qui devaient fonctionner, mais malheureusement, ils n'ont pas pu travailler, ils avaient des contrats, ils ont perdu leur emploi et là maintenant, ils sont très inquiets, ils ne savent pas ce qui va se passer. Parce que une fois qu'ils n'ont pas répondu, qu'ils n'ont pas, par exemple, respecté ces échéances-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pratiquement leur demander, on va leur dire qu'après l'échéance du contrat, ils doivent trouver un autre contrat, ils doivent quitter. Et là maintenant, le rêve est pas fumé. Et là maintenant, on n'a pratiquement rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que l'immigration Canada va être assez compréhensive pour essayer d'élaborer, pour essayer de prolonger les demandes les permis de travail pour ces catégories-là? Qu'est-ce qui va se faire? On ne sait pas. Parce que effectivement, c'est une situation extrêmement difficile et normalement, l'immigration Canada devrait se pencher sur ce dossier-là. Alors, c'est un peu ça. Alors, et ensuite, on a parlé de ça brièvement dernièrement, mais on va au point parce que c'est la question des sites Internet qui, effectivement, fait problème, qui est en train de contacter, d'envoyer des courriels à des gens qui sont un peu partout pour leur dire que oui, effectivement, ils peuvent venir, on va les aider, et puis ça va être rapide. Alors, ça crée un problème sérieux. Aujourd'hui, je ne me rappelle pas si j'avais cité les noms des sites. Je veux d'abord citer à nouveau les sites, parce que samedi dernier à l'émission, on a repris ça, et on veut vraiment que les gens comprennent. On veut utiliser votre audience pour essayer d'en parler. Il y a un site que je vois souvent sur les médias sociaux, c'est canadaservice.org. www.canadaservice.org. C'est quoi ça? Ce sont des sites qui font de la promotion. Ils font de la promotion, ils disent qu'ils sont des représentants accrédités en immigration. Et ce qu'ils font, ils utilisent les noms des représentants autorisés pour dire que ce sont ces gens-là qui vont travailler sur les dossiers. Et là, maintenant, les gens qui sont à l'étranger se font prendre dans ce piège-là. Ils dépensent beaucoup d'argent. On a eu des personnes, par exemple, qui ont témoigné avoir dépensé 10 à 15 000 dollars américains. Il y a des Français qui ont dépensé 9 000 euros. Et puis, finalement, rien ne s'est passé et ces gens-là n'ont pas pu venir. Ah bon? Oui. C'est un reportage, très long reportage de Radio-Canada. Et on a mis les sites. On a itscanadatime.com. On a www.canadianvisaexpert.com. On a www.becomecanadian.org. On a www.canadianvip.com. Tout ça, ce sont des sites de fraudeurs. Oui, c'est des sites de fraudeurs qui envoient des messages qui vous disent que Monsieur Jean-Dumas, on a vu votre profil, vous êtes qualifié pour venir au Canada. Alors maintenant, tout ce que vous pouvez faire, si remplissez ce formulaire-là, et après on vous dit d'envoyer par exemple un certain montant. Après ça commence, ça continue. Et lorsque vous posez des questions, vous dites oui, on a tel avocat qui travaille pour nous, on envoie les informations de cet avocat-là. On a tel consultant qui travaille pour nous. C'est comme ça. Moi, ce matin, j'ai reçu 2 courriels. Et quelqu'un m'a dit, on sait que vous travaillez en immigration et nous sommes une agence spécialisée en immigration. On aimerait vous avoir comme représentant. Ah oui? Bon, moi, je n'ai pas répondu. Parce que quand vous commencez à répondre, ce qui va se passer, ils vont maintenant commencer par dire qu'ils ont... Maintenant, ils font affaire avec moi, ils font affaire avec et puis, c'est comme ça. Non, mais ils se sont présentés comment? Ils se sont pas présentés ou est-ce qu'ils sont... Non, ils m'ont envoyé un courriel. Oui, mais dans le courriel, il y a une présentation de l'agence. Ils sont basés où? Au Canada? En Haïti?
Ils ont dit qu'ils sont basés un peu partout dans le monde, ils ont des bureaux un peu partout. Wow. Moi, cela ne m'intéresse pas. Cela ne m'intéresse pas parce que je sais que une fois qu'on commence à leur parler, après ça, ils vont dire qu'on a affaire, on travaille avec moi. Je ne sais pas ça. Mais ce qui est plus désolant dans tout ça, Januma, c'est que l'agence des services frontaliers dit qu'elle ne peut rien faire dans ça. Oui, ouais. Non, mais c'est ça le plus grave, pourquoi, ouais. Le gars, pourquoi parce que, regardez, Januma, c'est que l'agence devrait avoir des personnes spécialisées pour bloquer ce site-là. Ben oui, ben oui. Ben, le gouvernement du Canada aussi, parce que ces gens-là sont en train de salir l'image du Canada. Ils sont en train de faire passer le Canada pour un moulin, pour une savane, quoi. Alors, le Canada et le porte-parole de l'Immigration Canada se contentent de dire que on n'a jamais encouragé quelqu'un à faire affaire avec des représentants, à veut dire que c'est... Mais ça ne suffit pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais encouragé les gens à faire affaire. C'est pas normal, ça. Bon. Alors, tu m'as parlé de trois nouvelles importantes, oui. Oui, ça veut dire que je vous ai parlé de ça et je vous ai parlé aussi de M. Blanchet, oui. Et puis ensuite de l'avenir des travailleurs étrangers qui est vraiment compromis à cause de tout ça. Ça veut dire que c'est sûr que nous, on a parlé de beaucoup d'autres sujets qui ont été déjà développés pendant la semaine avec vous. Mais on invite les gens à faire attention. On invite les gens à réfléchir, avant qu'on ait, par exemple, qu'on prenne la décision de dire, OK, je vais m'engager, je vais faire ceci, je vais faire cela. On les invite à réfléchir. Oui, absolument. Parce que ce n'est pas normal. Non. Et puis ça devient compliqué de déterminer c'est qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Mettons que toi, tu as un site internet aussi. Oui. Tu as un site internet aussi. Et parmi tous les sites qui sont frauduleux, et donc on laisse le soin au grand public de déterminer, enfin c'est le Canada ou l'Agence des services frontaliers qui laisse le soin à tout un chacun de déterminer qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Comment voulez-vous qu'un commun des mortels le sache comme ça? Oui, et puis comment est-ce qu'on peut choisir de ne pas bloquer ces sites-là alors qu'il y a des moyens? Oui, de les bloquer. Oui, j'ai parlé à quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine, il m'a dit que en créant un site, on est en mesure d'identifier tous ceux qui travaillent dans ce site-là et pouvoir et faire ça. Où se trouve son serveur, dans quel pays, et qui est derrière ça, oui. Alors, il y a toujours des traces en informatique. Bon, c'est ça. Même si on dit que, par exemple, il faut pouvoir, par exemple, et ce sont des sites qui sont hébergés en Israël, même si c'est hébergé en Irak, quel que soit l'endroit, mais on devrait être en mesure de bloquer ces sites-là. On devrait faire appel à des compagnies reconnues pour bloquer ces sites-là. Mais ce qui arrive, c'est que ça coûterait peut-être cher. Cela ne se fait pas. Et puis, les gens continuent. Et encore là, ce qui arrive, c'est qu'on va mettre tout le monde dans le même panier. Ben c'est ça que je te dis. Visionmaxservice.com est dans le même panier aussi, là, C'est ça. On va mettre tout le monde dans le même panier et on va dire, OK, ça veut dire que c'est incroyable. Ça veut dire que c'est... Moi, je trouve que sur cette base-là, ça veut dire que on a des choses à faire et à partir de là, c'est que le gouvernement a une responsabilité à faire quelque chose pour qu'on puisse effectivement balancer et créer ça. OK? Alors, si on ne fait pas ça, ça veut dire que ce qui va se passer, on va avoir des problèmes. Mais je lance cet appel-là, mais surtout aux personnes qui sont, par exemple, à l'étranger, qui nous écoutent. Et souvent, c'est trop beau pour être vrai. Parce que ce qui arrive, les gens, ils vont dire, OK, pas de problème, vous avez été sélectionné, ou bien la ville de Montréal cherche des candidats. Les gens sont tellement désespérés, ils sont tellement vulnérables, ils vont y croire facilement. Parce que tout le monde dit, vous savez encore ce qu'ils font des fois, quand ils voient que ça ne fonctionne pas, ils vont utiliser le site internet
entreprises comme Vision Max par exemple, et ils vont changer un peu les coordonnées. Et là maintenant la personne va sur le site et va voir et va envoyer de l'argent par PayPal, tout ça. Et là encore, je vous dis comment l'agence de services frontaliers ne fait pas ce travail, parce qu'on est en mesure aussi de pouvoir identifier la personne qui reçoit l'argent. Oui. Maintenant, ça tombe dans les finances, là. Oui, mais ça veut dire que si on fait un transfert, on envoie l'argent à quelqu'un qui est dans n'importe quel pays, mais les compagnies de transfert sont en mesure d'identifier, de pouvoir. Parce que là, on ne peut pas dire que si c'est à l'étranger, ce n'est pas la juridiction. Et pourquoi les bureaux des visas à l'étranger ne portent pas plainte? Par exemple, si quelqu'un commet une faute en Haïti, l'ambassade du Canada en Haïti peut porter plainte devant les autorités constituées contre cette personne-là. Mais bon, on ne le fera pas. Peut-être que ça profite à quelqu'un ou à quelque chose. Non, mais c'est pénible et ce qui m'attriste souvent dans ces cas-là, vous parlez à quelqu'un, la personne a dit, ah oui, on ne sait maintenant plus à qui on peut faire affaire, on sait qui est sérieux, qui dit la vérité, qui dit Oui, mais c'est sûr qu'il y a des conséquences sur tous les représentants qui sont sérieux et puis qui ont pignon sur rue, qui sont dans la légalité, et puis il y a des conséquences aussi sur eux autres, oui. Effectivement. C'est incroyable. Bon. Merci beaucoup François. Il me reste 2-3 minutes là pour l'émission. Je crois que ces points-là sont assez éclairants. Oui. Et merci et à demain François. À demain. Voilà, François Jean-Denis de Vision Max Service qui nous apportait toutes les infos sur l'immigration. Les lundis, on passe un peu plus de temps avec François qui fait un résumé de son émission de samedi sur les réseaux sociaux, sur son site internet radioimmigration.com. Allez écouter et réécouter tous ses conseils, toutes les nouvelles en matière d'immigration, tous les changements. Et si vous voulez savoir ce qui se passe en matière d'immigration maintenant, allez sur radioimmigration.com avec François Jean-Denis pour tout savoir. Voilà, une petite pause avant de vous laisser, mesdames, messieurs. Fondation Fabienne Cola et la Banque TD vous invitent au 14e festival Haïti en folie du 24 au 26 juillet en ligne et gratuit. Au programme, musique, humour, littérature, danse, ateliers culinaires et plein de folie. Découvrez Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 24 au 26 juillet. 100% en ligne, 100% gratuit. Programmation haïtienfolie.com. Supporté par Patrimoine canadien, Tourisme Québec, Ville de Montréal, Québecor, Global News, Le Devoir et Tourisme Montréal. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Voilà, c'est la fin de cette émission, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi. À demain.